il s'assure que le jeune homme ne manque de rien. Il avait un carnet de chèques. Certains d'entre nous devaient travailler au réfectoire pour payer les frais de scolarité et les dépenses quotidiennes, mais lui, il n'avait qu'à signer des chèques. C'était vraiment le gentleman du campus. Bien que toujours très chic, Martin Luther King manque de confiance en lui. De petite taille et à la peau sombre, il se considère peu séduisant. Malgré tout, le fils de pasteur, déjà un peu rebelle, profite de toutes les libertés offertes par Crowther. Il s'émancipe dans un univers intellectuel très éloigné de la ségrégation du Sud et du fondamentalisme de l'Église noire. Il a commencé à s'intéresser à la fille du cuisinier. Elle s'appelait Betty, je crois. Il traversait tout le campus pour aller la voir. C'est là que nous avons compris que c'était du sérieux. Il m'a demandé, « Ça te dirait qu'on se marie ?» J'ai répondu, « Ce n'est pas une bonne idée. Ce serait formidable si on vivait à une autre époque et qu'on était des gens différents. Mais je ne pense pas que ça pourrait marcher. » Nous lui avons conseillé de rompre avec elle parce qu'il allait bientôt quitter le séminaire et qu'il ne pourrait pas retourner en Géorgie marié à elle. Je ne dirais pas qu'il a eu le cœur brisé. Je pense qu'il était surtout en colère. Il éprouvait des sentiments pour quelqu'un, mais n'avait pas le droit d'aller plus loin et de faire ce qu'il voulait, uniquement pour une question raciale. Martin Luther King sait pertinemment que dans le Sud, un couple mixte est inconcevable. Des hommes noirs ont été lynchés pour moins que ça. Plus tard, il épouse une femme noire sans pour autant se plier aux conventions. Coretta Scott a fait des études de musique et vient d'une famille de riches fermiers sans aucun lien avec l'aristocratie religieuse d'Atlanta. Le couple s'installe à Montgomery, en Alabama, où Martin Luther King prévoit de mener une existence tranquille en consacrant toute son énergie à sa nouvelle charge de pasteur de l'église baptiste de Dexter Avenue. Notre dur labeur a bâti le Sud. L'ont-ils oublié ? Immédiatement, les sermons du jeune prêcheur impressionnent sa congrégation. Grâce à notre dur labeur, le coton est roi. L'ont-ils oublié ? C'était incroyable. Je n'ai jamais rencontré de pasteur comme lui et j'avais besoin de renouveau. Les prêcheurs à l'ancienne ne me plaisaient pas. Il préparait tout par écrit, mais à la messe, il oubliait ses papiers et quittait sa chaire pour arpenter le podium et délivrer son sermon de mémoire. C'était formidable. Quand il est venu à Montgomery pour accepter ce poste de pasteur, il avait beaucoup étudié la philosophie. Il avait une bonne connaissance de la politique et la seule chose qui lui manquait encore, c'était l'occasion de confronter son savoir à la réalité. Quand vient le moment de vérité, ce n'est pas de son fait. Il ne l'a pas cherché. Ce n'est pas lui le protagoniste principal de l'incident. Il n'est même pas là quand tout commence. L'étincelle qui met le feu aux poudres est une femme nommée Rosa Parks, qui refuse de céder sa place à un homme blanc dans un bus. Il s'ensuit ce qu'on a appelé le boycott des bus de Montgomery. La campagne dure 1 an et bouleverse à jamais la vie de Martin Luther King et la politique américaine. Le boycott a besoin d'un leader et le choix du pasteur, lui-même fils d'un activiste très respecté, s'impose comme une évidence. Pourtant, il a quelques réticences et initialement, il refuse de s'engager dans la lutte. Ensuite, il a rappelé les organisateurs du boycott pour leur dire qu'il acceptait finalement de venir à un meeting, mais en simple spectateur. Il lui a répondu qu'il se félicitait de sa présence, d'autant qu'ils avaient décidé que le meeting aurait lieu dans son église. Martin était consterné. En fait, il était coincé. Pas moyen de se défiler.
Ils ont placé cette responsabilité sur ses épaules sans qu'il l'ait cherchée. On lui a donné cette croix à porter, mais il a été à la hauteur. Un beau jour, la ségrégation dans les transports publics disparaîtra enfin. Et quand ce moment viendra, nous n'hésiterons pas à affronter la réalité avec dignité, rectitude et raison. Suivant un schéma qui se répétera maintes fois dans la carrière de Martin Luther King, il surmonte ses doutes et s'implique à 100% dans la mission qui lui a été confiée. Il prêche une doctrine qui détonne dans sa petite ville du Sud. En prônant la non-violence, il fait descendre dans la rue et dans les manifestations le principe chrétien qui consiste à tendre l'autre joue. Il délivre ses consignes avec la passion et la ferveur qu'il met dans ses sermons. Martin avait beaucoup de charisme. C'était comme s'il hypnotisait les gens. Il savait captiver une assemblée, quelle qu'elle soit. Il sait également transposer ses idées en actes concrets. Il n'a pas peur d'aller à l'encontre des préjugés des Blancs. Ces derniers pensent que la prison est ce qui fait le plus peur aux Noirs. Mais il est prêt à aller derrière les barreaux pour ses idées. Nous prônons toujours la non-violence et la résistance passive, et nous sommes déterminés à brandir l'arme de l'amour. Malheureusement, sa nouvelle assurance sera de courte durée. Il va réaliser que sortir du rang n'est pas sans risque. Un mois après le début des manifestations, Martin Luther King est devenu une cible. Chaque jour, il reçoit jusqu'à 50 lettres et coups de téléphone lui enjoignant de quitter la ville sous peine d'être descendu. Rien dans son parcours ne l'a préparé à cela et il commence à réfléchir à une porte de sortie qui lui éviterait de passer pour un lâche. Mais quand sa maison est visée par un attentat, il ne peut plus faire machine arrière. Certains de ses partisans se réunissent dans les décombres, prêts à en découdre. Ils sont arrivés chez lui armés de fusils. Il les a renvoyés en disant non. Si nous appliquons la règle du œil pour œil, dent pour dent, nous finirons avec une nation aveugle et édentée. Nous devons trouver une meilleure solution. La solution que Martin Luther King a en tête est celle de la non-violence. Tandis que la nouvelle du boycott se propage, le jeune prêcheur de 27 ans se retrouve propulsé au rang de symbole incontournable d'une nouvelle forme de combat politique. Des gens viennent de tout le pays pour lui prêter main forte. C'est ici, dans son presbytère de Montgomery, qu'est échafaudée la stratégie qui va façonner le mouvement des droits civiques. Tous les Américains qui souhaitaient et espéraient une action directe non violente ont commencé à prendre contact avec Martin et à lui donner des conseils. Quand je suis arrivé à Montgomery pour une sorte de réunion au sommet informel chez lui, je me souviens avoir pensé « Non, ça ne va pas. Nous sommes en train de l'instrumentaliser comme s'il était le pantin vivant que nous attendions tous. » Mais Martin n'était l'instrument de personne. Le conseil exécutif de l'Association pour l'amélioration de Montgomery recommande que le mouvement de protestation, né il y a 11 mois, contre les bus municipaux, soit interrompu.